Cette semaine dans Afrique, nous nous rendrons en Côte d'Ivoire où un programme a été mis en place pour lutter contre le travail des enfants. Nous irons ensuite à la rencontre des cultivatrices d'algues à Zanzibar dont le travail est menacé par le réchauffement des océans. Enfin, nous verrons comment une Égyptienne a désormais l'eau courante chez elle grâce à une campagne de soutien lancée sur Internet. Mais d'abord, les titres de l'actualité. La paix va-t-elle bientôt régner au Soudan du Sud ? Le retour du chef rebelle Riek Machar à Juba fait poindre une lueur d'espoir dans un pays ravagé par 2 années de guerre civile. Dès son arrivée mardi, Riek Machar a prêté serment et pris ses fonctions de vice-président auprès du président et grand rival Salva Kiir. Les 2 hommes se sont dit déterminés à faire avancer le processus de paix enclenché en août. Des dizaines de milliers de fans et des personnalités politiques ont accueilli la dépouille de Papa Wemba à Kinshasa. Le roi de la rumba congolaise est mort dimanche matin en plein concert à Abidjan, en Côte d'Ivoire, moins d'une demi-heure après sa montée sur scène. Père de 6 enfants, Papa Wemba était l'un des chanteurs africains les plus populaires de ces 40 dernières années. Ce dandy, client des grands couturiers, a été aussi l'un des initiateurs de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Son corps est conservé à l'hôpital du Cinquantenaire où un hommage public aura lieu lundi. L'inhumation est prévue pour le lendemain à Kinshasa. L'IMN, le mouvement islamique du Nigeria, demande l'exhumation des corps de la fosse commune de Mando dans le nord du Nigeria. Amnesty International a accusé vendredi l'armée nigériane d'avoir abattu 350 musulmans de la minorité chiite fin 2015 avant d'enterrer leurs corps et de détruire les preuves de ce carnage. De son côté, l'armée assure avoir réagi de manière appropriée. Elle ne s'en serait pris qu'à des partisans de l'IMN qui auraient tenté d'assassiner le chef d'état-major des armées. Une accusation démentie par l'IMN. Le sommet sur le trafic d'ivoire annonce un nouveau départ historique. Ce sont les mots du président kényan Uhuru Kenyatta lors de l'ouverture du sommet destiné à lutter contre le braconnage. Le Kenya, l'Ouganda, le Gabon et de nombreuses ONG visent l'interdiction totale du commerce de l'ivoire, responsable du massacre de 30 000 éléphants par an en Afrique. Ce sommet précède l'incinération à Nairobi de 105 tonnes de défense d'éléphants, soit 5% du stock mondial d'ivoire. Un général de la minorité Tutsi et conseiller du gouvernement burundais en matière de sécurité a été abattu lundi à Bujumbura. Les assaillants non identifiés ont attaqué Atanas Kararouza et son épouse alors qu'ils déposaient leur fille à l'école. Depuis le mois de mars, les assassinats ciblés sont en recrudescence au Burundi. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire emploie de nombreux mineurs dans les plantations. Un vaste programme d'éducation a été déployé pour lutter contre ce fléau. Des enfants à l'école plutôt que dans les plantations de cacao, c'est le programme mis en place par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des mineurs. Premier producteur mondial de cacao avec 35% des parts de marché, la Côte d'Ivoire souhaite redorer son image, quelque peu écornée par la présence d'enfants dans ses exploitations agricoles. Depuis 2011, près de 155 collèges et 18 000 salles de classe ont été ouverts ou rénovés. Depuis qu'il y a l'école, aujourd'hui, ces enfants-là, chaque jour, viennent à l'école. La première année, en 2013, on a eu un grand effectif au CP1, la première classe. Des grands enfants qui n'allaient pas de 10 ans, qui n'étaient pas là à l'école, on a réussi à les rattraper, en les empêchant ainsi d'aller au champ. Selon un rapport de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Une situation inquiétante qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'action national et débloquer près de 20 millions d'euros pour assurer l'éducation des enfants. L'avènement de l'école est un point important dans l'élimination des travaux des enfants, puisque une fois que l'enfant est à l'école, régulièrement à l'école, il ne peut pas avoir le temps d'être au champ. À Goboué, la petite école a changé les habitudes de ses 1300 habitants, majoritairement producteurs de cacao. Les enfants, je les ai tous mis à l'école. Et c'est moi qui vais travailler avec ma femme au champ, avec mon petit frère et mon grand frère. Interdit en Côte d'Ivoire, le travail des enfants est passible de peine d'emprisonnement. Entre 2012 et 2014, 23 personnes ont été condamnées. Mais dans les milieux ruraux, la tradition se perpétue et l'enfant est souvent considéré comme le futur remplaçant du père dans les champs. Mais les mentalités évoluent, à l'image de l'école de Goboué,
qui accueille désormais plus de 220 élèves. Depuis 20 ans, M2Moi répète le même geste. Cette agricultrice cultive l'algue comme près de 20 000 femmes de Zanzibar. Je suis en train d'accrocher les jeunes algues sur ces cordes. Je vais attendre 2 mois qu'elles grandissent avant de les récolter. Une fois séchées, les algues sont exportées aux États-Unis, en France, en Chine, pour être utilisées dans des gélifiants alimentaires, des cosmétiques ou des médicaments. Alors qu'à Zanzibar, les hommes occupent habituellement tous les secteurs d'activité, les algues emploient 80% de femmes. C'est la principale source de revenus pour M2Moi et sa fille, mais peut-être plus pour longtemps. J'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a 20 ans parce que je voulais augmenter mes revenus pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais en ce moment, je suis découragée parce que les prix chutent. J'espère que ça va changer. Des baisses de salaire liées à un marché qui étouffe depuis le début de l'année. La cause principale, la concurrence indonésienne et philippine qui cassent les prix. Si Zanzibar reste pour le moment le 3e producteur mondial d'algues, en mars, l'archipel en a exporté 411 tonnes, soit moitié moins qu'en 2015 à la même période. Cette entreprise, l'une des plus grosses de l'île, dresse le même constat. Les profits de la compagnie ont chuté de 8 000 $ depuis le début de l'année. On doit réduire les prix. L'année dernière, on achetait le kilo aux agriculteurs 24 centimes d'euros. Et maintenant, c'est 16 centimes le kilo. En Tanzanie, on doit être compétitif. Sinon, ils n'achèteront pas nos algues. La désertion des acheteurs s'expliquerait aussi par la baisse de la qualité des algues de Zanzibar, liée selon plusieurs experts au changement climatique. Le secteur, qui existe depuis 1989, exige une aide de l'État pour trouver des alternatives écologiques et pour soutenir ces 24 000 agriculteurs dont l'horizon paraît bien sombre. Avant, pour obtenir de l'eau, Ahaz devait frapper à la porte de ses voisins plusieurs fois par jour. Mais aujourd'hui, fini le poids des seaux remplis d'eau sur les épaules. Ça fait une grande différence maintenant. Combien de fois je devais aller chez les voisins et je ne les trouvais pas. Je trouvais la porte fermée ou alors ils étaient en train de manger. Ahaz a enfin un robinet dans sa cour, situé dans un hameau à 200 km au sud du Caire. Cette petite révolution, elle la doit au click-funding, un concept lancé en Égypte par la start-up Bassita. C'est le web user qui peut déclencher le fulfillment, la réussite de la cause. Donc ce qu'on dit au web user, c'est un concept extrêmement simple, extrêmement cool. Juste en cliquant, en partageant ou commentant une vidéo ou toute une campagne Facebook, parce qu'en fait on a la capacité de suivre toute une campagne, pas juste une vidéo, eh bien il permet à une cause d'être résolue. C'est via un projet de l'UNICEF que ce hameau a été connecté à l'eau. En 3 jours, une vidéo diffusée sur Internet par Bassita a été visionnée plus de 2 millions de fois. Et en un mois, une centaine de foyers ont déjà été connectés. Nous avons commencé à fournir de l'eau aux habitations mi-mars. Nous avons commencé à Minia et nous allons continuer à Asyut, à Suhag et à Kena. Nous espérons connecter à l'eau plus de 1000 familles dans ces 4 provinces. Plusieurs entreprises ont financé ce projet de près de 150 000 € dans un pays où près de 7,5 millions de personnes n'ont pas accès à de l'eau salubre à domicile. À quelques mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio, Popol Mitsenga rêve d'intégrer l'équipe de réfugiés. Ce judoka de 24 ans a perdu sa famille dans la guerre en République démocratique du Congo. Il vit désormais dans une favela de Rio où il était venu en 2013 pour disputer les mondiaux de judo. La semaine prochaine, nous irons en Namibie où une organisation s'est attelée à protéger les guépards contre le braconnage et les fermiers. À la semaine prochaine.